Pourquoi les quartiers populaires sont impopulaires? Parce qu'ils me semblent concentrer déjà depuis un certain temps ce que le personnel politique de droite comme de gauche considère être comme des quartiers où se retrouvent ce qu'il faut bien appeler au fond les nouvelles classes dangereuses, pauvres et dangereuses de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, comme en témoigne un certain nombre de déclarations qui sont à mes yeux l'expression aussi d'un certain nombre de représentations de celles et ceux qui habitent dans ces quartiers populaires, dont on entend principalement parler, non pas tellement d'ailleurs essentiellement pour des raisons économiques et sociales, mais presque toujours pour les mêmes raisons, pour des faits divers, qui mettent en cause ce qu'il est convenu d'appeler l'ordre public, et par conséquent pour des motifs qui relèvent du rétablissement de cet ordre public. Si on se situe sur une durée historique moyenne ou un peu plus longue, on s'aperçoit que toute une série de dispositifs de discrimination, qui sont des dispositifs de discrimination spatiale, sociale, géographique par conséquent aussi, des dispositifs de discrimination à l'emploi. On s'aperçoit donc que l'ensemble de ces dispositifs sont anciens, qu'une bonne partie d'entre eux renvoient à la période coloniale et au développement et à l'arrivée en France, en métropole comme on disait autrefois, de ceux que j'appelle dans un ouvrage les colonisés immigrés, pour signifier que leur condition d'immigrés en France n'est pas détachable, à l'époque du moins, de leur condition de colonisés. Et que lorsqu'ils arrivent en France, ils ne sont pas considérés comme des citoyens à part entière, ils ne sont d'ailleurs pas même considérés comme des citoyens à part, parce qu'ils ne sont pas considérés comme des citoyens tout court. Après 1945, la situation change de façon significative sur le plan politique, juridique, symbolique, puisque ce qu'on appelait avant 1945 les indigènes deviennent effectivement des citoyens français. C'est le cas également de ceux qui habitent les départements français d'Algérie. Reste que cette avancée sur le plan des libertés démocratiques ne change au fond presque rien du point de vue des pratiques des pouvoirs publics, des pratiques des communes, des départements, du personnel policier, des employeurs privés, de ceux qui, à titre privé ou public, sont supposés loger les émigrés, et on s'aperçoit de ce point de vue-là, les enquêtes conduites après 1945, au moment où un nombre très important de colonisés émigrés viennent sur le territoire français pour trouver un emploi. On s'aperçoit, et les enquêtes sont précises, et je précise que ce sont des enquêtes non seulement précises, mais qui sont menées par des chercheurs, il y a des femmes, qui travaillent à l'époque au CNRS, et qui montrent que les discriminations à l'embauche qui frappent ce qu'on n'appelle plus les indigènes, mais les immigrés nord-africains, ou tout simplement les nord-africains, pour ne pas dire les bougnoules dans une littérature autre que savante, ceux-là sont effectivement déjà victimes de discriminations très massives et très spectaculaires relatives à l'emploi, relatives au salaire. Ils occupent les postes dans l'industrie, dans les mines, les moins qualifiés, les plus dangereux, les moins rémunérés. En matière de logement, ils sont déjà relégués dans les banlieues. Pas toujours, il y en a qui sont en centre-ville, mais en centre-ville relégués dans ce qu'on appelle à l'époque des hôtels meublés, relégués souvent donc à l'extérieur des cités industrielles, et ils sont également victimes de toute une série de discriminations, et notamment déjà de discriminations policières. Déjà, il faudrait dire encore, dans la mesure où de ce point de vue-là, les pratiques policières après 1945 sont au fond identiques à ce qu'elles étaient antérieurement, et ces pratiques policières sont encore, déjà, toujours, des pratiques policières qui reposent sur le contrôle aux faciès, pour le dire en des termes qui ne sont pas ceux employés à l'époque, mais qui sont à l'évidence ceux-là. Contrôle aux faciès, rafle, expulsion dans certains cas,
tutoiement généralisé, qui ne relève pas de comportements isolés de policiers, mais bien de pratiques policières. Et de ce point de vue-là, on est bien obligé, et force est de constater, au regard de la façon dont se comporte aujourd'hui la police dite républicaine, qu'un certain nombre de ces pratiques perdurent. Contrôle systématique, contrôle au faciès également, ce qui veut dire des contrôles de type raciste. Et là aussi, là encore, les enquêtes qui ont été menées récemment auprès de la police à Paris et dans la banlieue parisienne attestent de façon absolument irréfutable de contrôles de type discriminatoire. Alors, tout d'abord, partir d'un constat qui me paraît important, c'est qu'au fond, la question des quartiers populaires n'est presque jamais, et ça vaut, alors il faudrait nuancer, préciser en fonction des organisations des gauches parlementaires et extra-parlementaires, mais au fond, la question des quartiers populaires n'est presque jamais à l'agenda politique de ces organisations, ou lorsqu'elles se trouvent, ou lorsque cette question est incluse dans leur programme de revendication, cette question n'est jamais véritablement assumée. J'en veux pour preuve les dernières élections présidentielles où, au fond, la question des quartiers populaires n'a été véritablement portée par aucune des organisations des gauches parlementaires ou dites radicales. D'un point de vue économique et social. Et la seule façon dont on parle, à la fois médiatiquement, communément, mais également du point de vue du gouvernement et des quartiers populaires, c'est encore et toujours à travers le prisme d'un ordre républicain réputé mis à mal et qu'il faut rétablir, en oubliant ceci que l'ordre républicain dont on nous parle est simplement et uniquement l'ordre public. Et qu'au fond, j'aurais tendance à considérer que si la République veut être respectable dans ses quartiers, elle devrait commencer par être respectée, ou plus exactement, ses principes devraient commencer à être respectés. C'est-à-dire le triptyque liberté, égalité, fraternité devrait être effectivement mis en œuvre. Et cela passe pas uniquement, pas exclusivement, c'est même sans doute très marginal, par la construction de commissariats et la multiplication des forces de police qui ont plutôt tendance sans doute à exacerber les situations que, à mon avis, par des investissements massifs, financiers, économiques, sociaux, sur le très long terme. Et de ce point de vue-là, il me semble très significatif de la déshérence dans laquelle les quartiers populaires sont laissés par les pouvoirs publics français, du fait que c'est un État étranger, le Qatar, qui a proposé, si ma mémoire ne me trahit pas, 50 milliards d'euros à destination des banlieues. Je précise que dans mon cas, si je prends cet exemple, ce n'est pas pour souligner qu'un État étranger, qui plus est réputé musulman, investisse dans les banlieues et éventuellement dénoncer la chose. Le propos n'est pas là. Il s'agit simplement de souligner que il est tout à fait singulier qu'un État étranger, en ces matières, se substitue au fond à ce qui devrait être une véritable politique publique. Donc celles et ceux, notamment au gouvernement ou dans l'opposition, qui ont poussé des cris d'orfraie au motif qu'un État étranger, donc qui plus est musulman, cherchait à investir dans les banlieues, devrait quand même avoir quelque décence, et en se rappelant que lorsque eux-mêmes étaient aux affaires, encore une fois, la question des quartiers populaires n'a été traitée par eux que par le biais de la multiplication des policiers et des CRS et l'exhibition médiatique et spectaculaire de la force publique dans ce qu'elle a, j'allais dire au fond, de plus obscène, et de plus obscène notamment pour les habitants de ces quartiers, qui sont, et de ce point de vue-là, ce discours ne cesse de filer cela, qui sont donc systématiquement désignés comme des fauteurs de troubles à l'ordre public. Dans d'autres cas, je me rappelle le pseudo-débat sur l'identité nationale, des troubles à l'identité nationale, justement. Et au fond, jamais, à proprement parler, traités comme des citoyens qui, à ce titre, auraient, comme les autres, des droits équivalents, c'est-à-dire des droits au logement, des droits à l'emploi, des droits à mener une vie décente, des droits au transport, et évidemment aussi le droit de ne pas être discriminé. Il faudrait même ajouter que ce n'est pas un droit de ce point de vue-là, c'est du point de vue des autorités publiques, ce devrait être un devoir. Hélas, Manuel Valls vient de confirmer que de ce point de vue-là, ce devoir pour lui n'en est pas un. J'en veux pour preuve la façon dont il tergiverse sans fin
sur les modalités précises qui devraient permettre de limiter de façon drastique les contrôles aux faciès, c'est que si on sort un peu d'un débat particulièrement hexagonal sur ces questions, il faut rappeler que le dispositif existe en Angleterre depuis plus d'une vingtaine d'années, qu'il a porté ses fruits, qu'il a donné des résultats plutôt positifs, et que je n'ai pas ouï dire que l'Angleterre ait été depuis cette époque gouvernée par des gouvernements particulièrement marqués à gauche. Une satisfaction mesurée, satisfaction parce que ce communiqué, qui n'est pas une déclaration à proprement parler, et c'est politiquement et symboliquement significatif, je veux dire par là que François Hollande n'a pas jugé bon de faire une déclaration esqualité en personne devant les caméras de télévision pour dire ce qu'il avait à dire. Il s'est contenté, ou les services de l'Élysée se sont contentés d'un communiqué laconique. Donc satisfaction néanmoins parce que cela tranche à l'évidence sur 51 ans de silence, de mépris, de révision, de négation dans certains cas. Mesuré parce que le crime n'est pas nommé comme crime. Conséquence de cela, il n'est évidemment pas nommé comme crime d'État. Et conséquence de cette conséquence, le principal responsable policier, en tout cas, de ces massacres, n'est évidemment pas désigné en tant que tel. Je pense en particulier, et bien sûr, au préfet Maurice Papon. Reste que, de plus, on est en droit de considérer, et de ce point de vue-là, tous les historiens et tous ceux qui se sont penchés sur les massacres d'octobre 61, considèrent que ces massacres ne sont évidemment pas détachables de la guerre d'Algérie. Il s'agit, pour dire vite, d'un acte commis pendant la guerre d'Algérie, sauf que cette fois-ci, il n'est pas commis ce massacre en Algérie, mais en France, et plus précisément dans la capitale. Et donc, au-delà des massacres du 17 octobre 1961, je pense qu'il serait souhaitable que, comme l'ont fait d'ailleurs un certain nombre de dirigeants politiques étrangers, je pense en particulier au Premier ministre australien et au Premier ministre néo-zélandais, qui ont reconnu les crimes coloniaux commis à l'époque de la conquête de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Je pense que relativement aux crimes coloniaux commis par la France en Algérie de 1830 à 1962, la République s'honorerait, comme d'ailleurs l'avait dit François Hollande, à reconnaître qu'effectivement cette période n'a pas été une œuvre de la France, comme le disent et le répètent de façon pavlovienne un certain nombre de dirigeants de l'UMP, mais que cette période longue, terrible, a été effectivement marquée par de très nombreux crimes de guerre et de très nombreux crimes contre l'humanité.